Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre du GIRIC, la première de 2024-2025. Nous en sommes à notre 21e année. Donc, on prend de l'âge, on mûrit et on a cette année un plein programme. Mensuellement, on va avoir une conférence par mois jusqu'au mois d'avril. Et on commence donc cette année avec la conférence de Michel Seymour, qui est un professeur de philosophie à l'Université de Montréal, que je connais très bien, et qui a publié un livre très important il y a à peine un mois, intitulé Nation et autodétermination au XXIe siècle, une somme, hein, un ouvrage qui va faire date, qui couvre tout le sujet de la nation, la nationalité, des minorités nationales, la question de l'autodétermination. Donc, c'est un travail de longue haleine, un travail d'une réflexion très approfondie. Et j'ai eu le plaisir de le lire ces derniers jours. Et je demandais donc à Michel de nous tirer, disons, une partie internationale de son ouvrage, un élément qui nous mettrait dans le cadre du GIEC, qui est une étude internationale, qui est composée de professeurs d'histoire des relations internationales de diverses universités, essentiellement québécoises, mais aussi ontariennes. Donc, on s'intéresse à l'international et j'ai demandé donc à Michel de se focaliser sur cette question de la nation dans les relations internationales. Le sujet est l'actualité. Le sujet est en train de revenir, justement, parce que pendant 3 décennies, peut-être 4, on n'a entendu qu'un seul message, à l'effet que les nations, c'était chose du passé. On était entré dans un monde de mondialisation, une époque de mondialisation. Les nations, c'était un vestige. Les États étaient en voie de disparition et que nous allions avoir donc un univers d'individus anomiques, hein, tout seuls, naviguant dans un monde globalisé. Eh bien, la réalité est venue nous rattraper et nous apprendre d'autres choses. Et nous sommes en train de vivre maintenant une situation où les collectivités s'affirment, elles se font entendre, elles résistent à cette disparition qui était programmée pour elles. Alors Michel va nous en parler, va nous parler de la présence des nations, du retour des nations dans les questions internationales. Il va faire une conférence de 40 à 45 minutes, suivie alors d'une discussion d'à peu près le même temps, avec un point terminal à 12h50. On va terminer à l'heure, j'espère, 12h50. Donc il y aura un temps de discussion après la présentation. Alors voilà ce que je voulais dire au départ pour lancer notre discussion d'aujourd'hui. Je pense que Michel veut l'écran, veut prendre possession de l'écran pour nous montrer des choses. Est-ce que je le dis vrai? Effectivement, et je remercie Samir pour l'invitation. Je suis ravi de me retrouver parmi vous aujourd'hui et je vais assez rapidement me cacher derrière le PowerPoint que je voudrais vous partager. Euh, alors, le partage n'est pas Il activé. n'est pas encore activé. Samir est en train d'essayer de le faire. D'accord. Alors, il va te nommer co-hôte. Je crois que c'est ça la formulation. Je te nomme co-hôte et voilà, tu es maître de l'écran. Alors, j'y vais. Et là, je vais essayer de me placer pour, vous me permettez, faire une diaporama. Pardon. Me voilà. Alors, tout le monde voit mon PowerPoint. Oui, c'est très bien. Alors,
Alors donc, peut-être que les gens doivent fermer leur micro, là. Oui, oui, effectivement, c'est un bon moment de le rappeler. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Alors donc, c'est le retour de la nation, mais aussi du nationalisme dans les relations internationales. C'est des aspects de mon livre que je veux mettre en évidence. Pour voir mes travaux, de manière générale, vous pouvez aller sur mon site web à michelseymour.org. Et Il, il y a un micro qui est ouvert. S'il vous plaît, fermez vos micros. j'invite les gens à se rendre auprès de l'Université de Montréal pour retracer dans le catalogue, parmi les nouveautés, mon ouvrage, et vous verrez qu'on peut se le procurer en accès libre dans les formats PDF et e-book. Alors, du chapitre 1, je me suis inspiré du chapitre 1 et du chapitre 9 pour développer tout d'abord, pourquoi les peuples reviennent en force? Pourquoi ils sont importants? Et dans une deuxième partie, je vais essayer de me demander pourquoi le nationalisme revient en force lui-même. Alors, euh, pourquoi les peuples, alors pourquoi les peuples, mon exposé est en deux parties, comme je l'ai dit. Alors, pourquoi les peuples, je veux traiter d'un certain nombre de sujets particuliers, comme pratiquer la justice réparatrice, comprendre le génocide, le racisme systémique, et ainsi de suite. De la même manière, pour le nationalisme, parler de la souveraineté autochtone, des nationalismes catalans, écossais et québécois, et ainsi de suite. OK, Prochaine alors, station, Charlevoix. il y a quelqu'un qui est dans le Il y a métro. toujours un micro ou des micros qui sont ouverts. Je ne veux pas fermer complètement de chez moi tout le monde parce que je crains de réduire au silence Michel. Oui. Je vous Non, demande, s'il vous plaît. Samir, c'est Deyu Meng là qui est dans un métro qui bavarde là, c'est elle, je ne sais pas si c'est lui ou elle. Justement, Deyu, c'est... Deyu. Oui, oui, je le vois, mais je peux désactiver son... Ton Bon, micro? je vais d'activer le son. Je n'ai pas... Oui, oui, c'est fait, C'est fait? professeur, oui. Bon, très bien. Alors, je pense qu'on a mis la main OK. sur le ou la responsable. Alors, Il y a un autre Najib Phone qui est encore ouvert. Bon, on va voir s'il fait du bruit chez lui ou pas. Sinon, on continue. Vas-y, Michel. OK. Alors, pourquoi les peuples? Ben, tout d'abord, pour la justice réparatrice. Si on veut des commissions vérité et réconciliation, euh, il faut faire intervenir la notion de peuple, parce que la population peut changer en une centaine d'années. Elle est complètement différente et pourtant c'est le même peuple. Alors, il nous faut une entité, postuler une entité collective pour rendre compte de la possibilité de dire qu'un même peuple, bien qu'ayant une population complètement différente, est responsable de crimes commis à l'endroit d'un autre peuple il y a plus d'une centaine d'années. Les commissions vérité et réconciliation sont par conséquent inévitablement liées à la postulation d'entités collectives qui traversent le temps et qui ne se réduisent pas par conséquent à la composition en termes d'individus, puisque les individus sont complètement différents et pourtant c'est un même peuple qui est responsable. Par exemple, le Canada se sent responsable du système des pensionnats qui a sévi, il est peut-être encore en partie présent, mais fondamentalement au siècle précédent. Idem pour l'Allemagne qui a dû avoir un comportement euh, militaire différent à cause de sa responsabilité dans la Shoah. Euh, le génocide maintenant. Euh, on parle beaucoup de génocide en ce moment. La raison en est qu'il en existe un précisément à Gaza. Et alors, il faut, pour comprendre le génocide, ne pas le réduire à l'assassinat d'individus. Euh, les, les- L'armée allemande ne s'en est pas pris à des Juifs parce qu'ils voulaient viser des individus. Ils ont visé des individus parce qu'ils étaient Juifs.
Et quand on regarde la définition de l'ONU de ce qu'est un génocide, il apparaît qu'on peut même procéder à un génocide sans que ce soit par l'intermédiaire du meurtre des membres du groupe. Ça n'est qu'une manière de performer un génocide. Il y a 5 instances particulières appliquant le génocide: l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale des membres, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver la naissance au sein du groupe, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. Alors, on peut pratiquer toutes ces choses sans qu'on tue qui que ce soit. Par conséquent, on ne peut pas réduire le génocide à sa forme la plus stéréotypée que nous connaissons, qui est la forme la pire, d'une certaine façon, qui est l'élimination physique par des meurtres des individus. Dans tous les cas, que ce soit par des meurtres ou que ce soit autrement, l'entité qui est visée, c'est un peuple comme entité collective ou d'autres formes de groupes. Hein. Ça peut être des groupes nationaux ou religieux. Donc, le génocide est une autre raison pour laquelle il nous faut invoquer la notion de peuple ou des notions de groupe d'une manière générale, qu'il s'agisse de groupes culturels, religieux, ethniques ou nationaux. Maintenant, le racisme systémique. J'ai appris récemment que l'expression aurait été inventée dès 1967 par 2 auteurs, Kwame Touré et Charles V. Hamilton, dans leur ouvrage Black Power, The Politics of Liberation. Hein, le concept de racisme systémique ou de racisme institutionnalisé, pour être compris, doit être ramené à l'échelle d'une société entière et ne peut pas être compris comme étant l'addition d'individus qui agissent dans leur comportement de manière volontairement raciste. Le racisme systémique existe dès lors que dans une société, des institutions sont traversées par des règles qui sont discriminantes. Par exemple, nous vivons, nous, au Canada, sous l'égide de la loi sur les Indiens, avec le système des réserves, l'existence de pensionnats, un profilage racial très souvent par la police, un système carcéral qui emprisonne davantage les Autochtones, un accès à l'emploi qui n'est pas toujours évident, de même que le choix d'un locataire. Toutes ces mesures peuvent, de manière insidieuse, être présentes dans l'arrière-fond sans que des individus racistes soient impliqués. Et en ce sens-là, dans ce cas-là, on peut dire que c'est le peuple tout entier qui doit être responsabilisé, même si les membres de ce peuple sont peut-être même majoritairement jamais habités par un sentiment raciste. Donc, le racisme systémique va requérir effectivement la postulation d'un peuple. Je passe à un tout autre sujet. On se plaint depuis toujours que l'Europe se construit comme une vaste bureaucratie à gauche comme à droite, il faut le reconnaître, on reproche à l'Europe d'être une Europe des peuples, de ne pas être une Europe des peuples. Et comment peut-on illustrer ce point de vue? Bien, tout d'abord, le pouvoir constituant des peuples. La France a voté en 2005 contre le traité constitutionnel, suivi de près ensuite par les Pays-Bas, qui ont aussi voté contre le traité constitutionnel. Et 2 ans plus tard, on adopta le traité de Lisbonne. Et d'une certaine façon, alors, le pouvoir constituant des peuples français et hollandais a été bafoué. De la même manière, pour ce qui est du développement égal des peuples en Europe, l'Allemagne a pratiqué un dumping social en maintenant des salaires très bas, ce qui a contribué à attirer des entreprises européennes sur le territoire allemand. Et ce faisant, ça satisfaisait bien sûr l'égoïsme allemand, mais ça nuisait à la solidarité des peuples européens. Donc, on a négligé la solidarité, le développement égal entre les peuples, mais aussi la solidarité entre les peuples.
la Grèce s'est retrouvée dans une situation difficile, d'un endettement important, et la solidarité commandait de restructurer la dette grecque. Et ce, d'autant plus que les Grecs avaient eux-mêmes contribué à restructurer la dette allemande à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Troïka, composée de la Commission européenne, de la Banque européenne et du Fonds monétaire international, ont exigé que la Grèce paie sa dette sans d'aucune manière être ouvert à une façon de la restructurer. On est même allé à l'encontre du principe de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple, parce que la Grèce a fait un référendum pour s'opposer aux mesures d'austérité imposées par la Troïka. Et malgré ce résultat référendaire, on a fait fi de la souveraineté du peuple, un peu comme parfois on fait fi d'un vote au sein euh, d'une union, d'un syndicat. Alors, on a fait fi de ça, donc on a fait fi de la solidarité, de la souveraineté populaire. Et même, on a exigé que la Grèce se départisse de 50 milliards d'euros d'actifs, ce qui, à toute fin utile, nuisait à la possibilité d'exercer son droit à l'autodétermination. Et donc, on conclut avec ces quelques brèves remarques que l'Union européenne n'a pas été une Europe des peuples, parce qu'on a négligé le pouvoir constituant des peuples, le développement égal des peuples, la solidarité entre les peuples, la souveraineté populaire et le droit à l'autodétermination. Dans un ouvrage récent, Thomas Piketty et Julia Cagé ont essayé de comprendre comment votaient les Français depuis 1789 jusqu'à nos jours. Et ils ont vu que c'est vrai que l'immigration ne posait pas vraiment, dans la plupart des élections, malgré l'opinion courante, l'immigration n'est pas un enjeu fondamental pour la France jusqu'à 2022, en tout cas. Cependant, la même étude qui concluait les amenait à conclure que l'adoption du traité de Lisbonne, ce qui était en amont du traité de Lisbonne, ce qui a suivi, et le traité lui-même, et le fait qu'on ne se soit pas conformé aux résultats référendaires français, cela a été une source d'inquiétude. Le néolibéralisme pratiqué à l'échelle de l'Europe, ce qui s'ensuit pour la vitalité de l'économie française, les petites et moyennes entreprises, les ouvriers, d'une manière générale, se sont sentis floués et avec un sentiment que leur identité de peuple est bafouée. Un autre exemple qui me permet d'illustrer comment, à gauche cette fois-ci, on peut être inquiet du fait qu'on n'a pas à faire vraiment une Europe des peuples, c'est des auteurs de gauche comme Aurélien Bernier, Frédéric Lordon, Jacques Sapir, Emmanuel Todd, Éric Toussaint et plusieurs autres qui critiquent l'euro et qui préconisent la sortie de l'euro. Depuis la COVID, il est question non seulement de la souveraineté monétaire ou même de la souveraineté alimentaire, mais de la souveraineté sanitaire. Et selon Jacques Sapir, même, il faut songer à nouveau à examiner les vertus du protectionnisme et même de la planification étatique. J'en viens à un autre sujet qui me permet d'illustrer l'importance des peuples. Paradoxalement, hein, peut-on dire, il peut y avoir un lien entre les peuples et le réchauffement climatique. On peut se demander, au contraire, pourquoi on s'intéresse aux peuples alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus graves comme la lutte au réchauffement climatique. Mais cette lutte devrait passer par la solidarité avec les 5000 peuples autochtones. Hein, il y a 5000 peuples autochtones dans le monde sur les 5500 ou 6000 peuples de la Terre. Il y en a 5000 qui sont des autochtones, selon quelqu'un qui a fait une étude, Stephen Denver. Et il faut voir que les peuples autochtones sont un peu à la fine pointe du combat contre le réchauffement climatique parce qu'ils veulent très souvent mettre fin à un développement économique outré. Qu'on pense à les Wet'suwet'en en Colombie-Britannique qui se sont opposés à l'implantation de pipelines ou de gazoducs sur le territoire non cédé, à la lutte des Autochtones par rapport à Keystone XL ou à ceux qui ont lutté dans le Dakota du Nord.
et même, bien sûr, aux peuples autochtones de l'Amazonie. Et pour saisir concrètement le lien qui existe entre la lutte au réchauffement climatique et l'importance à accorder au peuple, je cite Luisa Mendoza, euh, qui, lors d'une intervention à la City University of New York, a dit les communautés autochtones du Brésil sont très bien organisées et demandent à la communauté internationale de prêter attention et de continuer à surveiller la situation. Nous avons également vu, par exemple, récemment un rapport de l'ONU affirmant que l'agriculture industrielle est l'une des principales causes du changement climatique et que l'un des moyens de prévenir ce phénomène est de protéger les communautés autochtones qui protègent la terre depuis de nombreuses générations. Le changement climatique et la protection des communautés autochtones sont donc des facteurs clés pour faire face à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Un dernier sujet qui me permet d'illustrer l'importance des peuples, c'est la lutte au capitalisme sauvage. Nous assistons à une concentration sans précédent du capital, des moyens de production et des pouvoirs de décision dans les mains des plus riches, des oligarques qui sont très souvent apatrides et qui sont tout à fait, qui voient tout à fait d'un œil acceptable la délocalisation des entreprises. Alors, tout n'est pas affaire que de la lutte des classes. Il y a la lutte des classes. On ne peut pas l'évacuer. Mais en plus de la lutte des classes, se superposent de plus en plus à notre époque des peuples entiers face au 1/10 de 1% des riches apatrides, dont le vaisseau amiral est les États-Unis. Et des gens comme Emmanuel Todd dans son livre sur la lutte des classes en France et de Thomas Porcher dans son livre Les Délaissés contribuent à faire avancer la réflexion s'appliquant ne serait-ce qu'à la France pour illustrer le fait que de plus en plus, malgré les différences de classe, il y a une expérience de plus en plus semblable de l'ensemble de la société face à un néolibéralisme déchaîné qui favorise seulement les extrêmement plus riches. Alors, on pourrait penser que, par conséquent, de la même manière que les peuples se sont rassemblés pour adopter une convention sur la diversité des expressions culturelles, 148 pays ont voté pour et seulement les États-Unis et Israël ont voté contre, il pourrait, dans le même sens, on pourrait lutter à ce que l'on adopte éventuellement une convention sur les droits à l'autodétermination économique des peuples pour contrer l'impérialisme économique des États-Unis. Mais on peut dire que c'est un peu ce qui est en train de se faire. Et nous allons bientôt entrer dans le mois d'octobre, alors que les BRICS vont se réunir et vont s'élargir de plus en plus pour s'engager à commercer de plus en plus entre eux dans leur devise nationale. Alors, je passe à mon deuxième sujet immédiatement. Je viens d'illustrer pourquoi les peuples sont susceptibles d'être des sujets d'intérêt à notre époque. Je pense que le nationalisme aussi revient en force. Il y a tout d'abord justement le nationalisme des peuples autochtones. Ils ont des droits ancestraux et ils affirment une souveraineté déjà existante sur leur territoire parce que ces territoires font partie de leur identité. Donc, on pense très souvent en concept parfaitement européen que le nationalisme, c'est lié à la création d'un État souverain, et les peuples autochtones ne font pas ça. Donc, les peuples autochtones n'ont rien à voir avec le nationalisme. Mais les peuples autochtones prétendent qu'ils ont déjà une souveraineté sur des territoires. Et la raison est parce que ces territoires font partie de leur identité. Alors, c'est une forme de nationalisme. Entre la doctrine de la terra nullius, en vertu de laquelle les territoires appartiennent à personne, réduisant ainsi le territoire à un objet de propriété privée qu'une entreprise peut s'accaparer, et l'idéal cosmopolite qui a été en vogue pendant quelques années et en vertu duquel les territoires appartiennent à tous. Eh bien, la conception autochtone nous amène à concevoir le territoire comme un objet de propriété collective. Et on l'a vu encore une fois avec le peuple Wet'suwet'en face à l'implantation du gazoduc et du pipeline sur des territoires non cédés. Ces projets se poursuivent sans le consentement préalable, libre et informé des chefs héréditaires. C'est très grave. Et cette clause-là,
Et la clause du consentement fait partie de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, déclaration qui, en 2021, a été incorporée au corpus juridique canadien, mais seulement sous la forme d'une loi. Avec, dans l'article 2 de la loi C-15, qui a adopté la déclaration, que cette déclaration doit se soumettre à l'article 33, l'article 35, pardon, de la Constitution canadienne, article en vertu duquel on dit qu'il ne faut pas toucher aux droits ancestraux, mais aussi aux traités déjà signés. Donc, on ne peut pas se servir de la règle du consentement pour remettre en question les traités qui ont déjà été signés. Or, ils ont été les traités numérotés signés dans les années 1870, au moment où on a adopté la loi sur les Indiens, en prévision de la construction des chemins de fer. Alors, on ne pourra pas ouvrir ces traités parce que je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir, et c'est un intellectuel Mohawk, constitutionnaliste, qui m'a confirmé qu'à son avis, on ne pourra pas les ouvrir parce que la loi C-15, qui incorpore la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, doit être soumise à l'article 35 de la Constitution canadienne. Mais il y a aussi, bien sûr, le nationalisme des peuples qui jouissent déjà d'une autonomie gouvernementale comme le Québec, l'Écosse et la Catalogne. Bien, même lorsque ces régions contiennent des peuples, le peuple québécois, le peuple écossais, le peuple catalan, même lorsque ces peuples décident de s'affirmer, de demander des réformes à l'intérieur de l'État souverain dans lequel ils se trouvent, ils peuvent pratiquer une certaine forme de nationalisme parce qu'ils affirment un certain droit à l'autodétermination, mais un droit à l'autodétermination interne, c'est-à-dire le droit de se développer économiquement, socialement, culturellement et développer même leur gouvernement en vertu d'une plus grande autonomie, en vertu de ce qu'ils choisissent à l'intérieur de l'État dans lequel ils sont. Et donc, réclamant ça, ils manifestent une certaine forme de nationalisme, même si ce n'est pas un nationalisme visant à créer leur propre État. Alors, il y a différentes façons d'exercer son droit à l'autodétermination interne. On peut exiger une représentation politique dans les instances diverses, au gouvernement, au Sénat, à la Cour suprême. On peut exiger, bien sûr, un gouvernement autonome, le Québec, par exemple, en a un, une participation à la conversation constitutionnelle, le droit de se donner la constitution de son choix et le droit que soit incorporée dans la constitution de l'État souverain celle que le peuple a adoptée. Et par exemple, pour illustrer ce dernier élément qui est précisément l'élément le plus litigieux concernant, par exemple, le Québec, mais aussi le peuple catalan, en 2006, ils ont voté une sorte de constitution interne, des nouveaux statuts pour la Catalogne, qui ont été adoptés par référendum, mais le Parti populaire a remis en question la constitutionnalité de cette... alors, au lieu d'incorporer la Constitution dans la Constitution espagnole, ils ont fait en sorte que la Cour espagnole considère que plusieurs composantes de ces nouveaux statuts étaient anticonstitutionnelles. C'était une façon de violer l'autodétermination interne du peuple catalan. Il y a bien sûr le nationalisme de l'Amérique latine, confronté encore d'une certaine façon à la doctrine Monroe. En particulier, ça a été ravivé depuis l'expérience de Cuba, mais jusqu'à nos jours, l'expérience du Venezuela. On a nommé assez récemment aux États-Unis la troïka de la tyrannie, Cuba, Nicaragua et Venezuela, alors que il s'agit d'une troïka de la résistance. Et si on parle d'une troïka tyrannique, il faut probablement penser plutôt à Mike Pompeo, John Bolton et Elliott Abrams. Ces pays qui sont des nations, qui sont des peuples, qui essaient de défendre leur souveraineté, qu'ils ont déjà, mais qui risquent de perdre sous la menace des sanctions qui pèsent lourdement contre eux, et notamment en ce qui concerne le Venezuela,
on dit que c'est des chiffres très datés, que les sanctions ont entraîné au minimum le décès de 40 000 personnes. Je passe tout de suite à des éléments bibliographiques sur le Venezuela, parce que quand on fait une recherche sur YouTube pour voir l'actualité au Venezuela, il y en a eu une récemment avec l'élection de Maduro, on est enfoui sous les médias mainstream, en particulier France 24. C'est juste ces sites-là qu'on voit. Et je recommande, pour aller chercher la vérité sur ce qui se passe vraiment au Venezuela, moi, j'ai lu, par exemple, le livre de Pasqualina Curcio, The Visible Hand of the Market, Economic Warfare in Venezuela. Ce livre-là a été distribué en dizaines de milliers de copies à l'ensemble des citoyens pour les éduquer sur ce qui se passe vraiment dans les sanctions. Il y a Maurice Lemoine, en français, qui a un excellent livre intitulé Venezuela, chronique d'une déstabilisation en 2019. Plus récemment encore, Anya Parampil dans Corporate Coup chez Our Books en 2023. Et puis, pour des sites qui sont enfouis dans l'ensemble des médias sociaux, vous pouvez consulter Romain Migus dans son site Les Deux Rives ou aller sur le blog de notre collègue en histoire, Claude Morin. Je recommande donc ces lectures pour en savoir plus sur le Venezuela et son combat nationaliste contre l'impérialisme américain. Il y a aussi, je pense que j'ai été trop vite, là, mais il y a, je voulais intervenir sur le nationalisme dans les pays d'Afrique. Il faut savoir qu'ils sont sous l'emprise d'un colonialisme, d'un néocolonialisme français. La France a imposé à l'époque, à la sortie de la guerre, elle a créé le franc CFA, et CFA, c'était l'acronyme pour Colonie française d'Afrique. Ils ont maintenu l'acronyme, mais avec Communauté francophone d'Afrique, en modifiant donc la nature de cet acronyme. Mais il a été maintenu une domination militaire dont on se débarrasse de plus en plus en Afrique, mais aussi ils ont maintenu une domination monétaire qui rendait très difficile la possibilité pour les 15 pays africains visés par ce franc CFA, qui était trop surévalué, d'être compétitifs en baissant leurs prix pour vendre des biens qui sont disponibles ailleurs. Quand on a un bien unique, on peut le vendre très cher et on peut maintenir une monnaie très élevée. Mais quand on a plusieurs biens que les autres sociétés ont, c'est plus difficile d'être compétitif si on a une monnaie qui est surévaluée. Et on a maintenu cette monnaie surévaluée, y compris lorsqu'on est passé à l'euro. Il y a une parité fixe entre le franc CFA et l'euro maintenant, comme il y en avait une avec le franc français, et qui a rendu la vie difficile au peuple africain. Et dans un ouvrage important, Dongo Samba Sylla, qui est un collègue au Sénégal, et défend l'idée des monnaies nationales et du combat africain pour ces monnaies nationales. Et dans un article de revue, Ballast, il écrit, et je me plais à citer le texte en entier, lorsqu'on revendique, dit-il, notre droit à la souveraineté monétaire, les gens ont tendance à voir en ces revendications l'expression d'une attitude de fermeture sur soi, à la limite de la xénophobie. Le rapport que les pays africains, les pays du Sud, ont au nationalisme est différent du nationalisme tel qu'il a pu être pratiqué en Europe. En Europe, lorsqu'on parle de nationalisme, on pense à xénophobie, totalitarisme, racisme. Dans le cas des pays africains, le nationalisme, c'est avant toute chose que nous voulons et devons être souverains. C'est une réaction face à la permanence de l'impérialisme et de son caractère totalitaire. Être souverain, ce n'est pas seulement entendre dire que nous sommes indépendants, que la France ne nous gouverne plus directement. Non, être souverain, c'est avoir la mainmise, le dernier mot sur l'utilisation de nos ressources et sur notre politique économique. Le nationalisme africain, qui est la revendication d'un internationalisme réciproque,
part du constat que ce n'est pas nous qui décidons des questions économiques et stratégiques. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, les Africains, les citoyens ordinaires, puissent eux-mêmes s'émanciper de la tutelle française ou occidentale. Le nationalisme que suscite cet impérialisme n'est pas un nationalisme agressif à l'européenne, mais un moyen d'affirmer que les pays africains ont un droit à s'autodéterminer. Ça m'apparaît particulièrement éloquent, pratiqué dans le cas de pays qui veulent être malgré tout nationalistes, bien qu'ils soient déjà des pays. Toujours dans le même esprit, je dirais que nous sommes dans une conjoncture nouvelle. Après l'axe du mal, qui était à l'époque de George Bush père, considéré comme un trio composé de l'Iran, de l'Irak et de la Corée du Nord, et de la troïka de la tyrannie que j'ai tout juste évoquée, composée de Cuba, Nicaragua et de Venezuela, nous sommes parvenus maintenant à l'époque d'un choc des civilisations qui nous confronte à une nouvelle triade, la Russie, la Chine et l'Iran. Et ce choc des civilisations, et là, bien sûr, je fais référence ici à Samuel Huntington, est alimenté dans nos mentalités par la russophobie, la sinophobie et l'islamophobie. C'est un choc qui est entretenu par l'impérialisme américain pour contrer l'avènement d'un monde multipolaire. Et donc, je pense que en ce sens-là, on peut parler du nationalisme russe, du nationalisme chinois et du nationalisme iranien comme des zones de résistance à l'impérialisme américain. Et parler de cette manière, ce n'est pas vanter les régimes internes de ces sociétés. On peut très bien être très critique à l'égard du régime interne de ces sociétés, mais malgré tout penser que ces sociétés ont des droits à la sécurité face à ce qui s'appelle l'impérialisme américain. Alors, je partage le point de vue du président de cette noble assemblée, Samir Sall, et je cite son ouvrage, L'impérialisme passé et présent, un essai, dans lequel il montre que, notamment, que si on comprend bien l'impérialisme, c'est un hégémonisme, mais un hégémonisme qui s'impose par la force. Et avec cette définition, on peut parler d'un impérialisme américain et pas nécessairement, pour le moment, des hégémons chinois ou russes comme étant des hégémonies impérialistes. Alors, je m'arrête ici. Je pense que j'arrête mon partage et je suis à l'écoute des questions. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Michel. Je pense que tu as souligné l'importance des collectivités en matière internationale. Pour parler d'une manière générale, nation, peuple, etc. Ce sont des notions qui avaient disparu ou qui étaient en voie de disparition sous disons, la pression de l'individualisme roi ou du libéralisme dominant qui faisait en sorte que les groupes, les collectivités, les nations, tout cela disparaissait. On voit bien que ce n'est pas le cas et qu'il est nécessaire donc de tenir compte de la réalité et pas simplement des discours à caractère idéologique. Alors, il y a plusieurs points ici qui ont été mis de l'avant et qui, je suis sûr, vont susciter des réactions. Moi, j'en ai déjà plein de choses à dire, mais je préfère que ce soit l'assistance qui se prononce, pose des questions, émette des commentaires ou des points de vue même divergents. On est à l'université ici. C'est une chose qu'on tend à oublier dans le monde actuel. Dans l'université, il y a débat d'idées. Il n'y a pas qu'un seul point de vue dominant, imposé par quiconque, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. C'est une chose qui est souvent oubliée maintenant, qui est passée dans les limbes, dans les nuages. Il est temps de ramener les débats à l'université et s'assurer que les points de vue qui ne sont pas similaires soient entendus et que l'on retire du débat ce qu'il y a de substantiel à retenir. Alors, j'ouvre la séance à vos commentaires. Il suffit de mettre, voir ici en bas, ici
plus, pas le plus, c'est réagir, je crois que c'est oui, sous réagir, vous voyez sur votre écran, réagir, vous appuyez là-dessus et il y a un espace qui dit lever la main. Donc, levez la main, je vais voir votre main et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez vous exprimer et échanger avec Michel. Donc, faites ça, levez la main et on pourra donc entamer la discussion. Très bien. Voilà, on a une main levée par Georges Aborsab. Oui, merci beaucoup, M. Seymour. Euh, Votre ancien collègue Jean Roy définit la nation comme la pornographie. On ne peut pas la définir, mais on la voit seulement. Euh, alors, quelle est la différence selon vous entre nation et peuple? Ouf, c'est une excellente question. Et dans un autre exposé à prévoir à l'Université d'Ottawa, j'attaque de front toutes ces questions. Je pense qu'une nation, c'est un peuple avec une identité institutionnelle. Un peuple peut avoir une identité institutionnelle d'État souverain. Un peuple peut avoir une identité institutionnelle gouvernementale non souveraine. Et un peuple peut avoir une identité institutionnelle non gouvernementale. Le peuple acadien existe comme peuple. Il forme une nation parce qu'il a une identité institutionnelle. Hein? Il a un drapeau, une fête nationale, une langue, une culture, un patrimoine. Il a des institutions d'enseignement. Il a des institutions hospitalières. Bref, ça donne une identité institutionnelle de ce peuple. Et le peuple ayant cette identité institutionnelle forme donc une nation, même si c'est une nation qui n'a pas de gouvernement. Et il y a des nations comme, il y a des peuples comme le Québec ou la Catalogne ou l'Écosse qui ont une identité institutionnelle de gouvernement autonome. C'est le cas d'autres, bien sûr, de plusieurs autres, mais qui ne sont pas souverains. Mais malgré tout, ce sont des peuples qui ont une identité institutionnelle. Alors, on peut dire que le Québec forme une nation parce qu'il a une Assemblée nationale, une fête nationale, une bibliothèque nationale, une capitale nationale. Donc, il forme une nation. Il a une identité institutionnelle de nation, mais c'est une identité institutionnelle qui n'est pas souveraine. Et bien sûr, il y a des peuples qui sont souverains. Euh, euh, le, la nation française a un peuple correspondant, c'est le peuple français. La nation allemande a un peuple correspondant, c'est le peuple allemand. Et la nation canadienne a un peuple correspondant, c'est le peuple canadien. Donc, à toute nation souveraine correspond un peuple. Mais tous les peuples forment des nations dès lors qu'ils ont une identité institutionnelle spécifique, avec un développement économique, social, culturel, sur un territoire donné et une autoreprésentation de soi comme formant une collectivité, comme ayant un vouloir vivre ensemble. Néanmoins, quand on dit toutes ces choses, on, on est en position difficile parce que ça ne donne pas encore exactement ce que sont les peuples et ce que sont les nations. Et c'est vrai que c'est difficile à définir, mais la raison pour laquelle c'est difficile à définir, et c'est ça qui est au cœur de mon livre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de nation. Dès lors que vous arrivez avec une définition bien bricolée de ce qu'est une nation, vous avez des contre-exemples qui vous sont fournis aussitôt. Et la raison pour laquelle il y a des contre-exemples, c'est qu'il y a plusieurs sortes de nations. Alors moi, j'ai une typologie très étoffée, très complexe dans mon ouvrage, mais déjà, dans ce que je viens d'évoquer, il y en a trois sortes. Des nations qui ont une identité institutionnelle sans gouvernement, des nations qui ont une identité institutionnelle avec autonomie gouvernementale non souveraine et des nations qui ont un État souverain. Ça donne déjà trois types différents de nations, mais il y en a d'autres sortes qu'on pourrait évoquer ici. Mais alors, je pense que c'est comme ça qu'on peut répondre le mieux à l'idée, c'est impossible à définir. Parce qu'on cherche la nation. Et effectivement, la nation, ça n'existe pas. Il y en a plusieurs sortes différentes. Néanmoins, ce ne sont que des définitions approximatives, imparfaites et incomplètes. Dans le livre, je les présente comme des définitions stéréotypes. C'est des versions schématiques
des idéotypes, dirait Anthony D. Smith, de ce que sont les différentes sortes de nations. Anthony D. Smith, dans ses travaux tardifs, a développé lui aussi une typologie multiple, comme moi je l'ai fait. J'ai cependant développé ma propre typologie avant de découvrir qu'il l'avait fait lui aussi. Ce sont des idéotypes et c'est des définitions imparfaites quand même. Mais est-ce qu'une définition imparfaite fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser le concept de peuple ou le concept de nation? Euh, la notion de personne, est-ce qu'elle est définie? On ne sait pas ce qu'est une personne. Moi, j'ai donné des séminaires sur l'identité personnelle et il y a une multitude de théories sur ce qu'est une personne. On ne sait pas ce que c'est et pourtant, on n'hésite pas à dire que la personne a des droits. Hein? La personne citoyenne a des droits. La personne qui a une identité institutionnelle de citoyen a des droits. Bien, les peuples qui ont vu qu'ils ont des identités institutionnelles, il n'y a pas de raison de leur refuser des droits. Et je dirais que dans cet argumentaire qui consiste à dire c'est indéfinissable, on n'y parviendra jamais, et donc on ne peut pas utiliser la notion, ce qu'il y a là-dedans, c'est de la politique. C'est parce qu'on ne veut pas être obligé de reconnaître qu'il puisse y avoir des nations non souveraines, parce que ça embarrasse les États souverains qui pratiquent un nationalisme exclusif la plupart du temps. Mais avec ma définition, il y a entre 5 500 et 6 000 nations sur la Terre, dont 5 000 sont des nations autochtones. Et c'est tout récemment qu'on est arrivé à dire que les peuples autochtones sont des entités collectives qui ont des droits collectifs dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Alors, il me semble que ce sont des éléments de réponse à la question. On pense, c'est un autre, et mon dernier argument pour répondre, il y en aurait plusieurs autres, mais j'en donne un dernier. On pense que les nations, c'est des fictions, que les nations, ça relève de l'imaginaire. Puis on invoque Benedict Anderson, la communauté imaginaire, dans laquelle il aurait apparemment démontré qu'il y a un caractère purement fictif, que c'est une construction idéologique, comme Ernest Gellner le dit, lui, que c'est une construction idéologique de la nation. Mais dans le texte de Benedict Anderson, ce n'est pas du tout ça qui se trouve. La nation, elle est imaginée de multiples façons. Avant d'être créée, elle peut être imaginée. Et un coup qu'elle existe, il nous faut de l'imagination pour nous représenter la chose immense qu'elle est et dont on ne verra pas tous les aspects. Donc, il nous faut l'imagination parce qu'une nation, c'est plus grand que la quantité de personnes qu'on peut voir et de territoires qu'on peut visiter. C'est limité. Donc, il nous faut de l'imagination pour pouvoir nous représenter la nation qui est déjà là et de l'imagination peut-être pour la créer. Mais la nation existe. La nation, c'est un artefact culturel pour Benedict Anderson. Et les artefacts culturels existent. Quand vous prenez un morceau de glaise et que vous formez une statue, ce qu'on a devant nous, ce n'est pas juste un morceau de glaise, c'est une statue. Les statues existent, les artefacts culturels existent. Il ne faut pas nier les artefacts culturels, surtout lorsque ce sont des ensembles institutionnels. J'ai un présupposé, moi, que les institutions existent. Alors, on peut interroger ce présupposé, mais dès lors que les institutions existent et qu'on a une conception institutionnelle de ce qu'est un peuple et de comment est faite une nation, eh bien, les peuples et les nations existent comme artefacts culturels. Et si je comprends bien, votre lien entre la nation et les institutions vous éloigne de la définition de Fichte. Il y a plusieurs éléments. Effectivement, dans les auteurs traditionnels, très souvent, on invoquait les racines, l'origine ethnique. Eh bien, pour moi, il y a effectivement une nation ethnique. Parmi l'ensemble des nations, il y a des nations ethniques. Plusieurs nations autochtones, pas toutes, mais plusieurs nations autochtones sont des nations ethniques. Depuis plusieurs centaines d'années, de certaines nations se reproduisent et et ont une même origine ancestrale. C'est en ce sens-là qu'il y aurait des nations ethniques. Il y a des nations qui, parce qu'elles vivent en marge de la société, sont composées essentiellement d'individus
venant de cette nation et dont les ancêtres proviennent de cette nation. Il y a même 80 nations autochtones dans le monde qui ont exigé d'avoir aucun contact avec l'extérieur. Donc, il y a au moins ces 80 cas-là de nations ethniques. Ça existe, la nation ethnique. Ce qui est mauvais, c'est un nationalisme ethnique qui serait pratiqué par un État souverain, parce qu'un État souverain, alors, favoriserait un groupe ethnique au dépens d'un autre groupe ethnique au sein de l'État souverain. Ça, ce serait problématique à ce moment-là, mais le nationalisme des nations ethniques, très souvent, il demande juste à être reconnu à l'intérieur d'un État et qu'on reconnaisse une certaine souveraineté sur leur territoire. C'est inoffensif, le nationalisme ethnique. Donc, j'admets qu'il y a des nations ethniques, mais c'est rien qu'une seule sorte de nation et ce n'est pas nécessairement des nations susceptibles de pratiquer un nationalisme ethnique exclusif qui est violent, agressif à l'égard des autres nations. Merci. Beaucoup d'éléments substantiels dans cet échange, très très intéressant. Je retiens d'abord la définition de Michel, une définition qui tient compte de la diversité des nations. Il n'y a pas qu'un seul moule, un seul modèle pour tout le monde. Ce qu'on a souvent cherché d'ailleurs, souvent cherché une définition. La définition, en quelques mots, en une phrase, ce qu'est une nation. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que cela, et je pense que ta réponse le souligne. L'autre élément qui répond à la question vraiment directe de Georges Aboursab, peuple et nation, quelle est la différence? Et tu clarifies quelque chose que jusque-là, à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, c'est-à-dire les institutions. Il y a des peuples, il y a beaucoup de peuples, mais il y a des peuples qui ont des institutions. Ces peuples-là sont des nations. Donc ça, c'est un élément très intéressant dans la compréhension de ce phénomène ou de ces réalités et qui permet donc de mieux cheminer, de clarifier la situation. Je dirais, Samir, si je me permets, Oui, oui, bien sûr. en fait, dans mon esprit, tous les peuples ont une identité institutionnelle. Parce que si on enlève l'identité institutionnelle, on n'a qu'une population composée d'individus. C'est leur appartenance à un complexe institutionnel qui fait que la population devient un peuple. Donc, tous les peuples, dans mon esprit, ont une identité institutionnelle, à commencer par la langue. La langue, dans la perspective qui est la mienne, c'est une institution. La parole est individuelle, mais la langue est un bien commun identitaire qui permet de définir ce qu'est un peuple. C'est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire à l'instant, mais il y a un rôle identitaire joué par la langue. J'ai écrit en 2005 un ouvrage intitulé L'institution du langage. Et pour justement argumenter en faveur d'une conception de la langue comme bien institutionnel qui a une portée identitaire pour un groupe. Très bien, très bien. D'autres personnes voudraient intervenir, poser des questions, faire des commentaires. C'est ouvert, hein, c'est maintenant, c'est le moment. Levez la main, s'il vous plaît. Pendant que j'entends les esprits réfléchir, ça ronronne, je me permets de revenir un peu sur la question du nationalisme et la perception qu'on a du nationalisme. Euh, Ça varie avec les périodes hein, et le type de nationalisme. Si on pense à l'histoire occidentale, il fut un temps où le nationalisme était très bien vu. Hein, début du 19e siècle, hein, au contraire, c'était même un courant progressiste, un courant qui remettait en question l'ordre établi, qui remettait en question les États multinationaux, le système international réactionnaire de cette époque, donc la liberté des nations. Oui, C'était tout à fait. oui, Jean-Pierre, c'est Ghislaine. Alors, j'essaie de te rejoindre. Je vais t'appeler à la maison. OK. S'il vous plaît, je pense que c'est. Je vais fermer le son de Madame. Alors, je reviens à ce que nous disions. Au début du 19e siècle, c'était très bien vu. Hein, au contraire, ça faisait partie du courant progressiste. On était libéral, démocrate et nationaliste. Hein, donc, alors, à la fin du siècle, les choses ont changé parce que les États ont pris en main ce nationalisme et l'ont utilisé à des fins réactionnaires. Non pas
à des fins de libération, mais à des fins de guerre contre le voisin, nation contre nation. Et à partir de ce moment-là, le nationalisme a eu alors une mauvaise réputation, qui a mené aux yeux de certains à des guerres, même les deux guerres mondiales, etc., etc. Donc à partir de 1945, en tout cas dans le monde occidental, nationalisme, c'est un vilain mot, c'est quelque chose de sale. Au même moment, dans les pays du Sud, qui voulaient se libérer de l'impérialisme et du colonialisme, le nationalisme était justement progressiste. C'est une façon de remettre en question un système oppresseur, exploiteur. Et on avait ce contraste. Un Nord qui méprisait ce nationalisme, ça nous laisse de très mauvais souvenirs, et le Sud qui proclamait le nationalisme comme étant la voie de l'avant, la voie pour sa libération. Donc il y a des périodes de l'histoire, hein, ça dépend du contexte. Le nationalisme peut être progressiste, comme il peut être réactionnaire, hein, comme il peut être guerrier. Ça, c'est toujours garder ça en tête, et je pense que ton livre le souligne aussi. C'est très juste. Et je pense que la conjoncture internationale euh, nous oblige à constater que nous sommes en ce moment en présence d'un impérialisme américain dont on n'a pas idée de la monstruosité, qui a ses tentacules partout à travers le monde. Hein. On le dit régulièrement, 750 bases militaires dans 80 pays, 900 milliards par année de dépenses dans le complexe militaro-industriel, des sanctions à 18 000 entités, individus, corporations et pays, en l'occurrence à 40 pays qui représentent le tiers de la population mondiale, intervention à peu près 250 interventions militaires depuis 1991. Et nous, même quand on n'est pas informé de tout cela, nous savons les interventions qui ont été faites au Moyen-Orient par les États-Unis, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye. Nous savons qu'il y avait à chaque fois de fausses raisons, des mensonges, des médias mensonges, dit Michel Colomb, qui servaient de justification pour intervenir. Et c'est toujours avec cette mentalité que les États-Unis doivent être les policiers du monde. Et ce n'est pas leur attribuer un point de vue stéréotypé. Nous venons d'entendre, il y a quelques jours à peine, Joe Biden dire que les États-Unis, c'est le seul endroit dans le monde capable de diriger le monde entier. Donc, il y a toujours cette idée de l'impérialisme américain qui était sous nos yeux il y a quelques jours par les déclarations de Joe Biden et que Kamala Harris reprend d'une manière détournée, mais pour dire la même chose. Parce qu'il s'il y a une grande fierté, dit-elle dans son discours, la plus grande fierté, c'est quoi? C'est d'être un citoyen américain, ce qui accorde un privilège à cette nation par rapport aux autres. Alors, nous sommes dans cet univers-là d'un impérialisme économique qui s'appuie, s'alimente et se nourrit d'un choc des civilisations qui commande d'avoir un point de vue russophobe, d'avoir un point de vue sinophobe et d'avoir un point de vue islamophobe à l'égard de la Russie, de la Chine et de l'Iran notamment. Et alors ça c'est la conjoncture dans laquelle nous sommes. Dans ce contexte-là, il faut peut-être réviser nos jugements par rapport à ces autres sociétés, parce qu'encore une fois, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec les régimes internes, ils ont droit à la sécurité et ils ont droit d'implanter progressivement, ce qui est inévitable, un monde multipolaire qui serait pacifiste et qui ne ferait pas l'objet des attaques répétées des États-Unis. Et ce faisant, je suis en présence de mon co-auteur parce que Samir et moi, nous écrivons dans Presenza depuis maintenant bientôt 1 an et demi, 2 ans. Nous en sommes à plus d'une vingtaine d'articles où nous étayons ces points de vue. Donc, je suis redevable de Samir par ma propre intervention ce midi. Enfin, ça permet d'étaler le sujet qui est vraiment d'actualité, vraiment brûlant, et sur lequel nous pourrions nous étendre très longtemps, hein, parce que ça touche l'actualité, ça touche aussi la conception de l'histoire, la conception de l'évolution du monde. Il y a la main levée de Henri-Paul Bronsard. Oui, on voit à l'époque des Grecs, peuple, une entité,
qui part à la conquête et qui va jusqu'en Inde écraser les autres et qui en réalité regroupe d'autres peuples pour finalement construire des empires. Et ces empires se développent. Et un peu plus tard, on a à l'intérieur de ces empires des entités qui tentent de redevenir plutôt des petites entités et de combattre l'empire. On a vu ça. À quel moment on peut déceler dans l'histoire la construction des nations? Ah. Vous posez une excellente question qui fait l'objet de deux de mes chapitres, les chapitres portant sur le thème de l'origine de la nation. Et il y a ce débat entre les modernistes et les prémodernistes. Les modernistes disent que la nation est apparue avec la modernité. Et ils sont en désaccord entre eux seulement sur la date d'apparition de la modernité. Vous avez Ernest Gellner et Eric Hobsbawm qui situent au 19e siècle, avec l'ère industrielle et l'apparition de la modernité industrielle, l'apparition des nations. Vous avez Benedict Anderson, lui, qui la place en 1789 en France. On peut dire que c'est l'avènement de la nation république en France. Et vous avez Leah Greenfeld, qui, elle, la voit en Grande-Bretagne un siècle auparavant. Mais tous ces gens pensent la nation comme étant intimement liée à la modernité. Soit que la modernité produit la nation, ou que la nation produit la modernité, selon Greenfeld. Mais il y a les prémodernistes aussi. C'est une famille composite. Hein? Il y a différentes hypothèses. Pour certains, ça remonte très loin dans le temps. C'est l'approche primordialiste qui dit qu'il y avait des nations à l'époque des Grecs, justement, alors que d'autres pensent qu'on avait affaire surtout à des dynasties. En Égypte, en Grèce, on avait surtout affaire à des dynasties. Anthony D. Smith peut admettre cependant l'existence d'une nation juive qui aspirait à cela, qui est une nation à devenir chez les Juifs et les Arméniens. Et c'est aussi loin qu'il peut remonter, mais autrement, lui endosse une approche symboliste et voit des nations sous la forme d'ethnies, c'est le vocabulaire qu'il emploie, des ethnies qui ont été présentes lors de la création des empires et par la suite, s'affranchissant des empires, ces mêmes ethnies se sont affirmées de différentes façons et sont devenues très souvent des États-nations. Donc, il y a ce débat entre modernistes et prémodernistes. Et je dissous un peu ce débat parce que mon approche est pluraliste. Il y a effectivement des nations, la nation-État, le concept de la nation-État, c'est un concept moderne, ça. Alors que la nation comprise à la manière de pas de Benedict Anderson, d'Anthony D. Smith, c'est une nation qui est prémoderne, qui existait sous la forme d'une nation ethnique ou d'une nation culturelle avant qu'une composante ethnique diversifiée. Et bien, ça existe encore à notre époque, des nations ethniques. Comme je l'ai dit, parmi les nations autochtones, il y a plusieurs nations ethniques qui existent depuis des siècles et des siècles. Donc, ma typologie diversifiée me permet de dissoudre ce débat entre modernistes et prémodernistes. Ça donne raison, en quelque sorte, aux deux, étant donné leur concept de nation. Mais vous, dans mes cours d'histoire, j'avais été extrêmement surpris quand j'avais entendu à l'époque des Grecs qu'il y avait des guerres internationales. Et en fait, c'était entre des villes, et des villes importantes et qui étaient plus importantes que les autres. Et ce groupe plus fort allait à la conquête d'autres groupes pour finalement recouvrir l'idée de l'empire, en fait, de créer cet empire. Mais
moderne, vous dites moderne, mais moderne, c'est de son temps. Les Grecs étaient modernes, les Romains étaient modernes. Nous sommes aujourd'hui modernes. Comment on définit ça? Alors là, moi, je parlais de la modernité, de ce qui se passe pour certains entre le 16e et le 19e siècle, là. Cette modernité économique qui donne lieu à la création d'États, qui donne lieu à des sociétés industrialisées. Selon la définition, il y a plusieurs définitions, effectivement, de la modernité. Mais on se situe, quand on parle de la modernité, dans un temps spécifique, là. Mais effectivement, on a tendance à représenter le passé lointain avec nos concepts. Et quand on dit qu'il y a des luttes internationales à l'époque des dynasties, on souffre peut-être d'un chronocentrisme. On parle du passé avec les concepts du temps présent. Oui, alors cela dit, là, ça soulève la question de l'international. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Certes, la question des nations est centrale au propos, mais la question internationale aussi mérite d'être clarifiée parce que quand on dit international, ça ne veut pas dire forcément nation contre nation. Ça veut dire des phénomènes qui touchent les frontières ou qui mettent en opposition des entités souveraines à caractère étatique. Donc, il peut y avoir dans l'Antiquité, même avant que le mot international n'apparaisse, il y a des conflits entre États qui sont Oui, donc foncièrement internationaux et que même pour les Grecs, alors ce point qui vient d'être soulevé est très intéressant, les Grecs sont, on pourrait dire, d'une même nation, aux proto-nations, aux pré-nations, comme on voudra, mais les cités grecques sont quasiment autonomes, quasiment souveraines. Et quand elles se font la guerre, ce sont des entités internationales qui s'affrontent. Donc on peut avoir en Grèce même, alors que tous les Grecs sont du même groupe ethnique ou culturel ou national, des conflits à caractère international, parce que ce sont des entités souveraines qui s'affrontent. euh, Euh, oui. Donc, euh, dans la perspective qui est la mienne, on peut avoir un État à l'époque, des États qui euh, n'ont pas un caractère eux-mêmes national. On peut dire qu'on en a un résidu fossile avec la Grande-Bretagne parce que on hésite à dire qu'il y a, tu sais, c'est une royauté encore, même si elle n'est en grande partie factice. Euh, il n'y a pas une nation britannique. Dans l'esprit des Britanniques, il n'y a pas une nation britannique. Une nation anglaise, écossaise, galloise, mais l'entité qui surplombe ça, qui rassemble tout le monde ensemble, selon les Britanniques, c'est une entité qui est supranationale, et je pense que quand on remonte dans le temps, on a des rois, puis la diversité ethnique n'est pas prise en compte, elle n'existe pas. Et il n'y a pas le sentiment qui rassemble tout le monde, c'est tout le monde sous un roi. Et à ce moment-là, moi, j'hésite à dire qu'il y a là des nations, même s'il y a des États. oui, Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et enfin, c'est un. je Ce suis d'accord. débat-là n'est pas très grave parce que moi, si on introduit de nouvelles sortes de nations, je suis très ouvert parce que mon approche est le pluralisme conceptuel. Et dans mon livre, je distingue 7 sortes de nations. Alors, si quelqu'un me dit, vous avez oublié, M. Seymour, une 8e ou une 9e sorte, j'en suis ravi parce que ça conforte mon pluralisme conceptuel. Tout à fait, tout à fait. Le national, c'est un facteur. L'international, c'est des États qui Oui, peuvent ne pas être nationaux, hein. ah, D'ailleurs, les États ont souvent été multinationaux ou non nationaux, oui, mais qui se sont quand même fait la guerre dans un contexte international. oui, Donc, oui, ce sont des phénomènes très complexes qui oui. interagissent. Il y a une interconnexion entre les deux. Et je pense que tu as eu beaucoup d'audace à affronter un sujet qui tracasse les historiens, les politologues, les philosophes depuis des décennies, hein. Ce n'est pas, c'est un sujet ancien. On essaie de se retrouver dans ce foisonnement de théories et de conceptions. Et tu as eu donc le courage, je dirais la témérité même, de t'y plonger
en nous Ouais. apportant des éclairages très, très intéressants. Donc, le livre est disponible, enfin, il est disponible maintenant, librement accessible, si je comprends bien, et on pourra s'y référer avec beaucoup de profit, d'intérêt, je pense. Alors, ce sera un sujet sur lequel nous allons probablement revenir, car comme tu viens de le signaler dans ta conférence, le national et le nationalisme reviennent. Ils sont de retour. Oui. Et on va en entendre parler, et donc on va en parler au GIRIC très certainement. Énorme merci. Merci beaucoup à vous. Je peux poser une dernière question. Très Comment ça se rapidement. fait, oui, comment ça se fait que le livre est en accès libre, publié par les presses Alors, universitaires? regardez l'épaisseur. J'ai tenu à aborder une multitude de questions parce que c'est un sujet tellement complexe que lorsqu'on intervient pendant 10 minutes, 20 minutes ou dans une entrevue pendant 1 minute, on dit, mais pourquoi vous n'avez pas soulevé tel point? Et là, je veux ne pas succomber à ce reproche autant que possible. Et c'est pourquoi j'ai tenu à écrire une très grosse brique qui couvre un éventail très large de sujets. Mais cette brique coûte très cher. Elle coûte 50 dollars. Et bien, il faut payer pour ces 50 dollars pour avoir l'objet physique. Mais qu'en est-il de la version euh, EPUB ou PDF. PDF? Pourquoi? On m'a demandé, seriez-vous ouvert à ce qu'on ait justement un accès libre à ces versions? J'ai dit tout de suite oui. Moi, j'ai pas, on ne fait pas des sous avec un ouvrage, là. Un ouvrage comme ça, on fait pratiquement rien euh, parce que on ne peut pas dire qu'on va pouvoir vendre 10 000 copies de cet ouvrage. Alors, dans ce contexte, moi, ça m'avantage juste là, de voir des gens qui se lancent dans la lecture de cet ouvrage sans payer un sou. Ça me fascine, ça me réjouit. C'est la circulation libre du savoir, c'est la liberté académique tout azimut jusque dans nos livres. Euh, L'accès libre est de plus en plus pratiqué dans les revues scientifiques. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. Je participe cet automne à l'Université populaire. Euh, on n'est pas payé, c'est bénévole et c'est un grand plaisir pour moi d'avoir 4 séances en novembre et en décembre, les lundis soirs, dans une librairie. Là, il faut consulter l'horaire de l'Université populaire. C'est la livrerie. C'est l'endroit où je vais faire le lundi soir, en novembre et en décembre, mes interventions. Alors, je suis très heureux de faire circuler, et c'est pourquoi je vous remercie infiniment de m'avoir invité aujourd'hui. Très bien. Alors, lecture du livre facile, disponible pour approfondir les diverses idées que Michel a mis de l'avant aujourd'hui et qui sont je dirais, des problèmes intellectuels, scientifiques depuis très longtemps et qui n'ont pas été résolus par des armées de spécialistes. Merci à tout le monde. Merci à Michel. À la prochaine rencontre. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Merci. revoir. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.